ها؟ كم خرجوا قاعدين يكتبوا فيه فوق كنت فان سورتو كانوا ستة عندنا جو ما تقدر كاين اللي كاين لا كاين واحد جا ديريكتومون لوبيتال دو Donc, on va commencer le deuxième cours qui est intitulé Anémie mégaloblastique. Donc, d'abord, avant de parler de l'anémie mégaloblastique, on va faire quelques définitions. Vous êtes en train d'entendre? Oh, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. La diapo, elle est visible? Ah, très bien. Donc, on va faire quelques petites définitions. On définit l'anémie par la baisse de l'hémoglobine, parce qu'on avait dit tout à l'heure que c'est le pigment respiratoire du globule rouge. Elle est dite carentielle caractérisée par un déficit en facteurs exogènes qui sont indispensables à l'érythropoïèse, qui sont le fer, la vitamine B9, vitamine B12 et autres vitamines. Donc, ces vitamines, folate et vitamine B12, sont des facteurs exogènes qui sont indispensables à l'hématopoïèse et qui interviennent dans la synthèse de l'ADN. Le fer, il intervient dans l'hémoglobinisation. Par contre, la B9, B12 sont des facteurs qui interviennent dans la synthèse de l'ADN. Si on a une carence en ces facteurs, on va avoir une anémie macrocytaire mégaloblastique. On verra par la suite la définition de cette anémie macrocytaire mégaloblastique. Donc, une anémie macrocytaire est définie par un VGM qui est supérieur, un volume globulaire moyen supérieur à 100 femtolitres. Elle est souvent arogénérative, donc un taux de réticulocytes inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube. Cette anémie macrocytaire arogénérative, elle se voit dans donc, au cours de plusieurs causes, entre autres la carence en vitamine B12 et B9, et on appelle ça anémie mégaloblastique. Les myélodysplasies, c'est une anomalie qualitative de la moelle osseuse et d'autres causes. Donc, on peut avoir une anémie macrocytaire arogénérative telle que l'alcoolisme, l'hypothyroïdie, l'hépatopathie.
La macrocytose, elle peut être physiologique chez le nouveau-né, entre 105 et 125 femtolitres. C'est physiologique, puis par la suite, il va y avoir une diminution de la taille du globule rouge. Et il faut savoir que seulement 50 à 60% des macrocytoses ont une anémie associée. Donc, on va commencer par la vitamine B12. Donc, la vitamine B12, c'est une cobalamine qui est caractérisée par un noyau corine et un ribonucléotide. Sa source, elle est surtout animale. Donc, on la trouve au niveau du foie, au niveau des animaux marins, donc euh, le poisson. Le jaune d'œuf, elle est très rare dans les végétaux. L'apport journalier est de l'ordre de 2,5 microgrammes, qui est largement couvert, et les réserves sont importantes, donc au niveau du foie, de l'ordre de 3 à 5 milligrammes, donc suffisants, euh, qui sont largement suffisants et qui sont épuisables en 3 à 5 ans. Donc, on met beaucoup de temps pour avoir une anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12 parce qu'on a des réserves qui sont importantes. Comment se fait le métabolisme de la vitamine B12? D'abord, la vitamine B12 est apportée par les aliments, donc elle va être dissociée des protéines alimentaires au niveau de l'estomac par l'acidité gastrique. Puis par la suite, elle va se fixer au niveau du duodénum avec le facteur intrinsèque. Ce facteur intrinsèque est une protéine qui est produite par les cellules pariétales gastriques. Il est très important pour l'absorption de la vitamine B12 au niveau de l'iléon terminal. Donc, fixation du complexe B12, facteur intrinsèque au récepteur entérocytaire il s'appelle R. Puis par la suite, il va y avoir le passage au niveau du sang. Donc, au niveau du sang, la vitamine B12, après dissociation, elle va être transportée par deux protéines de transport, qui est la transcobalamine 2, qui va être distribuée qui va la transporter pour être distribuée au niveau des cellules, et la transcobalamine 1, ou on appelle ça aptocorine, elle est réservée, donc elle est destinée aux réserves. L'acide folique, donc c'est la vitamine B9 ou l'acide ptéroylglutamique. Ces sources également sont alimentaires, c'est surtout au niveau des légumes verts, les fruits secs, les œufs, le brocoli, le foie. Et notre organisme a besoin de 200 microgrammes par jour d'acide folique. Également, le stockage de la vitamine B9 ou de l'acide folique et au niveau du foie, donc de l'ordre de 5 à 10 mg. Et ces réserves sont faibles, qui sont épuisables en 3 à 4 mois. Donc, on fait une anémie par carence en folate plus rapidement qu'une anémie par carence en vitamine B12. L'acide folique donc, est apporté par les aliments sous forme de polyglutamate. Il va être déconjugué en monoglutamate et converti en N5-méthyltétrahydrofolate au niveau du jéjunum donc il va être absorbé au niveau du jéjunum. Puis par la suite, il va être transporté au niveau du sang pour être éliminé au niveau des urines. Comment on fait une anémie mégaloblastique? Donc, l'anémie mégaloblastique, par carence en facteurs antipernicieux, est caractérisée par un défaut de synthèse de l'ADN qui se traduit par une réduction des mitoses et un allongement du cycle cellulaire. Cette réduction des mitoses est la cause du gigantisme des érythroblastes, d'où ce qu'on appelle la mégaloblastose. Donc, on va avoir un défaut de synthèse d'ADN à l'origine d'un allongement du cycle cellulaire et d'une baisse de mitose, et également un retentissement sur les tissus à forte activité mitotique. Ces tissus à forte activité mitotique, nous avons les cellules hématopoïétiques ou le tissu hématopoïétique, entre autres la lignée érythroïde, et les tissus épithéliaux, en particulier le tube digestif. Donc, pour la lignée érythroïde, donc, le retentissement sur la lignée érythroïde est à l'origine du mégaloblaste. Ce mégaloblaste donc, est un érythroblaste anormal. Il contient moins d'ADN qu'un érythroblaste normal.
C'est un érythroblaste de grande taille avec un asynchronisme nucléocytoplasmique. On va avoir une maturation nucléaire ralentie, une maturation cytoplasmique qui est normale. Et c'est un mégaloblaste qui est fragile, donc qui va être dégradé au niveau de la moelle osseuse, donc à l'origine d'un avortement intramédulaire ou une hémolyse intramédulaire ou bien d'une érythropoïèse inefficace. Sur la lignée granuleuse, on va avoir donc un retentissement donc, sur la lignée granuleuse qui se manifeste par un gigantisme cellulaire, des polynucléaires neutrophiles hypersegmentés, une neutropénie, également sur la lignée granulopoïèse qui va se manifester par une thrombopénie. Donc voici l'érythropoïèse normale et mégaloblastique. Donc l'érythropoïèse normale, vous voyez que à partir du proérythroblaste, il va y avoir une réduction de la taille de la cellule avec une maturation, une synchronisation de la maturation nucléaire et cytoplasmique. Au fur et à mesure, donc le cytoplasme, il est très basophile. Par la suite, il va moins basophile, puis il va devenir polychromatophile, acidophile, puis avec l'expulsion du noyau, on arrive aux globules blancs, aux globules rouges, les érythrocytes. Par contre, dans l'érythropoïèse mégaloblastique, on est bloqué au stade de proérythroblaste et on va assister à une maturation nucléaire très ralentie avec asynchrone, un asynchronisme de la maturation cytoplasmique qui continue à se faire, mais la maturation nucléaire, elle reste à un stade précoce. Pour ce qui est de la lignée granuleuse, vous allez avoir donc une hypersegmentation des lobes du polynucléaire neutrophile. Un autre point dans l'anémie mégaloblastique, c'est le syndrome neuroanémique. Ce syndrome neuroanémique, il est spécifique de la vitamine B12. Pourquoi? Parce que la vitamine B12 joue un rôle important donc, au niveau des cellules nerveuses, au niveau de la synthèse des gaines de myéline. Une carence en vitamine B12 entraîne donc un défaut de synthèse de la myéline par défaut de la méthionine à l'origine d'une neuropathie par sclérose combinée de la moelle qui sont caractérisées par un syndrome cordonal postérieur et un syndrome pyramidal. C'est spécifique de la vitamine B12. Sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir des signes cliniques d'anémie qui apparaissent progressivement. Vous savez ce que c'est les signes d'anémie. Vous avez un signe général qui est l'asthénie, les signes fonctionnels qui sont rapportés par le patient, donc la dyspnée, les palpitations, la tachycardie ou la polypnée. Et les signes physiques qui sont mis en évidence par le clinicien, donc on parle le médecin, qui sont la pâleur cutanéo-muqueuse et le souffle systolique fonctionnel. Un autre point dans les signes cliniques de l'anémie mégaloblastique, c'est l'ictère. Pourquoi? Cet ictère, il est lié à une érythropoïèse inefficace. Vous avez également des signes digestifs tels que la glossite de Hunter. C'est quoi la glossite de Hunter? C'est une langue qui est d'abord rouge, dépapillée sur les bords, puis elle est lisse, brillante et totalement dépapillée sur dépapillée. Cette glossite donc entraîne des douleurs quand on prend des piquants ou des produits acides. Vous avez également une stomatite angulaire et des troubles dyspeptiques, entre autres la diarrhée qui est due à une atrophie de la muqueuse intestinale. Toujours dans les signes cliniques, donc ces signes cliniques sont identiques, sont communs, que ce soit une carence en vitamine B9 ou en vitamine B12. Par contre, la neuropathie ou les troubles neurologiques sont spécifiques de la carence en vitamine B12, donc on va assister à une neuropathie caractérisée par la présence de fourmillements au niveau des pieds, difficultés de marche, des troubles visuels ou des troubles psychiatriques. Et vous avez le tableau de sclérose combinée de la moelle qui est associé au syndrome pyramidal, donc une hyperréflexie ostéotendineuse, un Babinski positif, un syndrome cordonal postérieur avec un Romberg et ataxie, donc réalisant la sclérose combinée de la moelle.
Euh, il y a le risque de spina bifida au cours de la grossesse qui se voit chez les patientes qui sont carencées en vitamine B9. C'est pourquoi on demande aux parturientes de prendre de la vitamine B9 au cours de la grossesse. Quels sont les signes d'autres, pardon, on revient en arrière. En plus des signes, d'autres signes peuvent se voir au cours de l'anémie mégaloblastique, la stérilité qui est réversible chez la femme et la sténospermie chez l'homme. On peut avoir également la stérilité, elle est due à une atrophie de la muqueuse génitale, l'hyperpigmentation cutanée qui se voit surtout au niveau de la région palmaire. Pour le diagnostic paraclinique, donc l'hémogramme, il révèle une anémie. Jusque-là, on ne peut pas mettre en évidence quel type de carence on peut avoir. Donc, même sur le plan des signes cliniques, si on n'a pas de signes neurologiques, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'une carence en vitamine B12 ou en vitamine B9. Sauf si vous avez des signes neurologiques ou le syndrome neuroanémique qui va vous orienter vers l'anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12. Donc, pour ce qui est de l'hémogramme, il révèle donc une anémie qui peut être profonde. Elle est macrocytaire, donc le VGM est supérieur à 100 centilitres. Normochrome, la CCMH, elle est normale. Et un taux de réticulocytes inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube. Donc, une anémie macrocytaire normochrome arogénérative. On peut avoir un taux de globules blancs et de plaquettes qui peut être normal, ou alors une leucopénie ou une thrombopénie modérée. Parfois, on peut avoir une pancytopénie. Donc, le frottis sanguin, qu'est-ce qu'il va révéler? Donc, il va révéler des anomalies des globules rouges avec une anisocytose des globules rouges de grande taille, sans pâleur centrale, une polychromatophilie avec ponctuation basophile. Il va révéler également des anomalies des polynucléaires neutrophiles qui sont de grande taille avec un noyau hypersegmenté, ainsi que des plaquettes qui sont géantes. Vous voyez, ça c'est le frottis d'une anémie mégaloblastique. Le retentissement sur la lignée granuleuse, c'est par rapport, on avait dit qu'on a un retentissement sur les tissus à renouvellement. Je vais revenir en arrière un petit peu. Donc, on avait dit qu'on a un retentissement sur les tissus à forte activité mitotique, entre autres les cellules hématopoïétiques et entre autres, vous avez la lignée granuleuse et la lignée plaquettaire, en plus de la lignée érythroïde. Mais c'est surtout la lignée érythroïde qui est touchée par ce retentissement. Dans la conséquence, c'est le mégaloblaste. Dans la lignée granuleuse, vous avez le gigantisme cellulaire, vous avez des polynucléaires qui sont hyper segmentés. Et vous avez également un retentissement sur l'épithélium. Donc, c'est surtout l'épithélium du tube digestif, les cellules épithéliales du tube digestif. Pourquoi ces troubles digestifs de l'épithélium? C'est parce qu'on a un retentissement sur les tissus à forte activité mitotique. Et ces tissus à forte activité mitotique, le tube digestif fait partie des tissus à forte activité mitotique. Également, vous avez le tissu génital et la peau. Donc, on avait dit sur le plan FNS, on va avoir une anémie macrocytaire normochrome, normochrome arogénérative avec des PNN hypersegmentés. On peut avoir un taux de plaquettes et de globules blancs normaux ou diminués. Et au niveau du frottis médulaire, on va avoir une moelle qui est riche, hypercellulaire, bleue. Pourquoi? Parce qu'il y a la basophilie des mégaloblastes. Ces mégaloblastes sont des érythroblastes de grande taille avec un cytoplasme basophile, une chromatine perlée. C'est comme si on a cette chromatine, elle est sous forme de perles. Vous allez avoir un asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique, donc un cytoplasme qui est maturé. Par contre, le noyau, donc il y a une maturation qui est très ralentie. Le gigantisme cellulaire, vous allez avoir des cellules qui sont de grande taille. Donc les myélocytes et métamyélocytes géants, les mégakaryocytes sont de grande taille et sont hyper segmentés également.
On va voir également sur le plan biochimique, un taux de bilirubine libre élevé, le taux de LDH est élevé, une baisse de l'aptoglobine. Le fer est peut-être normal ou légèrement augmenté. Ce sont les stigmates d'hémolyse intramédullaire. Et pour poser le diagnostic, c'est le dosage vitaminique qui va nous confirmer, donc poser le diagnostic de la carence. Euh, Ça, c'est pour toutes les anémies mégaloblastiques, donc quelle que soit la carence. Mais pour savoir de quelle carence il s'agit, donc on doit faire le dosage vitaminique. Le dosage vitaminique, il est utile. C'est vrai qu'ils sont, c'est coûteux, mais il est utile à réaliser. Donc, la vitamine B12, la valeur normale elle est de l'ordre de 200 à 1000 picogrammes par millilitre. La vitamine B9, on doit la, quand le taux est inférieur à 200 pour la vitamine B12, on parle de carence. Pour la vitamine B9, on peut la détecter au niveau du sérum et au niveau érythrocytaire. Et l'appréciation, elle est mieux, donc la carence en B9, elle est mieux appréciée sur le taux de B9 érythrocytaire. Donc, la valeur normale est de l'ordre de 5 à 15 nanogrammes par millilitre au niveau du sérum. Et on parle de carence quand le taux quand la valeur est inférieure à 4 nanogrammes par millilitre. Cette carence, quand on a un taux inférieur à 5, à 4, pardon, à 4 nanogrammes par millilitre, il s'agit d'une carence récente. Par contre, quand on a un taux de B9 érythrocytaire, intra-érythrocytaire inférieur à 200 nanogrammes par millilitre, c'est une carence qui est importante et chronique. Vous avez un autre test qui est le test de Schilling, c'est le test de la vitamine, c'est surtout pour la vitamine B12 qui est délaissée actuellement. Euh, en absence de dosage vitaminique, on peut utiliser le test thérapeutique. Il faut toujours commencer par la vitamine B12, sauf chez la femme enceinte et l'enfant en croissance. Donc, on utilise 1 microgramme par jour pendant 3 jours, suivi d'une crise réticulocytaire vers le 5e ou au 8e jour. Dans le cas où vous n'assistez pas à cette crise réticulocytaire, vous pouvez utiliser par la suite la vitamine B9. Mais on commence toujours par la vitamine B12. S'il n'y a pas de crise réticulocytaire, donc le taux de réticulocyte n'augmente pas, dans ce cas, on passe à la vitamine B9. Voici le test de Chinique pour les gens qui s'intéressent à ça. Donc, il détermine le siège de la malabsorption de la vitamine B12 et le défaut d'absorption, dans ce cas, il est corrigé par le facteur intrinsèque. On a vu tout à l'heure que l'absorption de la vitamine B12 nécessite la présence de facteurs intrinsèques. Quels sont les mécanismes de ces carences? Donc, pour la vitamine B9, c'est surtout les carences d'apport en raison des besoins accrus et des réserves faibles. Vous avez vu que les réserves hépatiques sont très faibles, qui sont épuisables en 3 à 4 mois. Les malabsorptions sont rares, surtout c'est l'anomalie du jéjunum, telle que la maladie de cœliaque. Pour la vitamine B12, c'est surtout la malabsorption, donc qui peut être gastrique par absence de facteurs intrinsèques. On peut avoir également la malabsorption intestinale. Et vous avez également la gastrectomie, comme on n'a pas l'estomac pour l'acidité gastrique, la présence du facteur intrinsèque, parce que le facteur intrinsèque est sécrété par les cellules pariétales de la muqueuse gastrique. La carence d'apport, elle est rare, elle ne se voit que chez les végétariens. Quelles sont les causes des carences en vitamine B12? Donc, on a tout à l'heure que la carence d'apport, elle est rare. Elle se voit chez les végétaliens qui ne mangent pas de protéines animales. Et on doit avoir un régime au-delà de 5 ans parce qu'on a dit que les réserves sont épuisables en 3 à 4 ans. D'où la nécessité de supplémenter les patients qui sont végétariens.
Les enfants de mère carencée également. Euh, comme une autre cause des carences en vitamine B12, c'est l'absence congénitale du facteur intrinsèque qui se voit chez l'enfant de 2 à 3 ans. La gastrectomie totale, donc le lieu de production du facteur intrinsèque, et parfois la gastrectomie subtotale par atrophie du moignon, par atrophie progressive du moignon restant. Les infections intestinales, la pullulation, le botryocéphale, les maladies iléales atteignant les 80 derniers centimètres du grêle et également les troubles du transport de la vitamine B12 et de son métabolisme intracellulaire. Mais le plus important, c'est la gastrectomie totale ou subtotale et les infections intestinales. L'anémie de Birmer ou l'anémie pernicieuse, c'est une gastrite atrophique auto-immune. Elle se voit chez la femme de la soixantaine, se manifeste par un syndrome neuroanémique, une glossite associée à une maladie dysimmunitaire telle que le diabète, le vitiligo, la thyroïdite. Elle est caractérisée donc par une anémie macrocytaire normochrome A-régénérative. La vitamine B12 et les facteurs intrinsèques sont diminués. On va avoir, comme on a dit, c'est une gastrite auto-immune. On va avoir des anticorps anti-facteurs intrinsèques qui sont présents dans 50% des cas. Pour poser le diagnostic, donc, sont les anticorps antifacteurs intrinsèques de l'ordre de 50%. Les anticorps anticellules pariétales gastriques dans 90% des cas. L'endoscopie gastrique va mettre en évidence une gastrite atrophique prédominante sur le fundus avec disparition des cellules pariétales et une achloridrie, donc absence d'acidité gastrique. À l'histologie, donc l'étude histologique va mettre en évidence une infiltration lymphoplasmocytaire, parfois une métaplasie intestinale. Dans l'anémie de Birmer, il vaut mieux faire une surveillance endoscopique tous les 2 à 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque de dégénérescence maligne, donc la transformation de cette anémie en cancer de l'estomac. Pour les causes de la carence en vitamine B9, donc c'est surtout l'insuffisance d'apport lors d'accroissement des besoins, tels qu'au cours de la grossesse, l'hémolyse, une hémorragie, les infections ou alors les patients qui sont dénutris ou malnutris. La malabsorption, elle est rare, elle se voit surtout au cours des maladies inflammatoires intestinales ou en cas de résection intestinale. Également, vous avez le défaut d'utilisation des folates, donc l'alcoolisme. Donc, on doit changer nos habitudes. Les médicaments antifoliques tels que le méthotrexate, le Bactrim, l'hydroxyurée, la racitine. Donc, il y a certains médicaments qui sont des médicaments antifoliques dont il va falloir supplémenter pour éviter le risque d'anémie par carence en B9. Il faut savoir que l'acide folique est faiblement fixé aux protéines plasmatiques et va s'éliminer facilement par la dialyse, d'où la nécessité de supplémenter les patients qui sont sous dialyse. Comment on traite les anémies les anémies mégaloblastiques? Donc, nous avons deux volets. Donc, on va apporter la vitamine déficiente et également traiter la cause quand cela est possible. Et ces deux armes donc, nécessitent une surveillance de l'efficacité du traitement. Il faut savoir que les transfusions sont exceptionnelles, sauf si vous avez des patients qui ont des pathologies sous-jacentes telles qu'une insuffisance cardiaque, un problème sous-jacent qui nécessite une transfusion. Donc, pour la vitamine B12, il faut avoir un régime normal. Il ne faut pas se priver de protéines animales. L'apport de la vitamine B12, donc de l'ordre de 1000 microgrammes par jour pendant 10 jours en IM, puis 1000 microgrammes par semaine jusqu'à la normalisation de la formule numération sanguine, puis une injection par mois ou chaque 3 mois à vie dans le cas où vous avez la maladie de Birmer ou une gastrectomie, qu'elle soit totale ou subtotale. Donc, l'injection de la vitamine B12 en IM est réservée quand vous avez un taux de plaquettes qui est normal. Dans le cas où vous avez une thrombopénie, vous pouvez utiliser la voie sous-cutanée. Comment évolue le traitement par vitamine B12? Donc, on va assister à une crise réticulocytaire
au troisième, au cinquième ou au huitième jour, puis une remontée globulaire qui débute une semaine après le traitement. La macrocytose, la neurothrombopénie, elle va disparaître dans 2 mois. La mégaloblastose médulaire, elle regresse dès la 24e heure et disparaît en 3 jours. Si vous faites une ponction de moelle après 3 jours, vous n'allez pas assister à la mégaloblastose. Donc, les signes digestifs et hématologiques disparaissent, ceux neurologiques plus lentement, et le test de Schilling, il reste pathologique si vous l'avez fait. Donc, la vitamine B9, euh, la vitamine B9, vous avez deux formes, la forme orale et la forme parentérale. De même pour la vitamine B12, on peut l'utiliser par voie orale également, hein. Donc, la vitamine B9, comme la vitamine B12, le problème ou le mécanisme de l'anémie dans la vitamine B12, c'est surtout la malabsorption, donc de préférence utiliser la vitamine B12 en injectable. Par contre, la vitamine B9 peut être utilisée par voie orale, donc ce sont des comprimés dosés à 5 mg, la forme parentérale à 50 mg. Vous avez d'autres formes, donc 100 et 200 mg, qui sont utilisées surtout en cas de chimiothérapie par le 5-fluorouracil. La dose, elle est de l'ordre de 4 comprimés par jour chez l'adulte et 2 comprimés par jour chez l'enfant pendant 2 mois. La forme injectable, donc on fait une injection par semaine, donc c'est des doses de charge. Le traitement préventif est conseillé surtout chez la femme enceinte de l'ordre de 400 microgrammes par jour pendant toute la grossesse. C'est pour réduire l'incidence d'anémie mégaloblastique et des anomalies du tube médulaire ou du tube neuronal du fœtus. Et merci. Donc, on va voir des questions que vous avez posées. Très bien. Vous pouvez répéter la physiopathologie. Donc, on avait dit dans la physiopathologie, la première physiopathologie. Pour la physiopathologie, vous avez l'anémie mégaloblastique est caractérisée par un défaut donc, de synthèse d'ADN à l'origine d'un allongement du cycle cellulaire et de la baisse des mitoses et un retentissement sur les tissus à forte activité mitotique. Et ces tissus à forte activité mitotique, vous avez les cellules hématopoïétiques et en particulier la lignée érythroïde à l'origine du mégaloblaste et la lignée granuleuse ainsi que la lignée granuleuse et la lignée thrombopoïèse et la lignée thrombocytaire. Donc, pour la lignée granuleuse, vous allez avoir un gigantisme cellulaire, des polynucléaires neutrophiles hypersegmentés. On peut avoir également une neutropénie. La lignée mégacariocytaire, un gigantisme cellulaire également, et on peut avoir également une thrombopénie. Pour la lignée érythroïde, la principale anomalie, c'est la finalité des choses, c'est le mégaloblaste. On avait dit que le mégaloblaste est un érythroblaste anormal qui contient moins d'ADN. Il est très grand, il y a un asynchronisme nucléocytoplasmique et également, il est fragile. Euh, il va mourir au niveau de la moelle osseuse, donc par un avortement intramédulaire, une hémolyse intramédulaire ou alors ce qu'on appelle une érythropoïèse inefficace. Vous avez également un retentissement sur les tissus épithéliaux, ou la muqueuse épithéliale, entre autres le tissu du tube digestif. Et dans ce cas, on peut avoir la stomatite, la, la, la langue de Hunter et diarrhée par atrophie du tube de l'intestin. Pour une stérilité par atrophie de la muqueuse génitale au niveau donc, des lésions cutanées par anomalie du tube de cutané. Pas de point, pas de point, si. Pourquoi ces troubles digestifs liés à une anomalie de l'épithélium? Donc, on avait dit que les troubles digestifs sont dus à une atrophie de la muqueuse digestive. Je n'ai pas compris le retentissement sur la lignée granuleuse. Je viens de l'expliquer. Pourquoi ce trouble par anomalie?
Le frottis médulaire est obligatoire dans ce cas. Oui, le frottis médulaire est obligatoire. C'est lui qui va nous renseigner sur la mégaloblastose. Parce que la mégaloblastose, elle est mise en évidence au niveau de la moelle osseuse. La macrocytose au niveau du sang périphérique, par contre, la mégaloblastose, c'est au niveau du sang, au niveau de la moelle osseuse. Ouais, je viens d'expliquer c'est quoi la mégaloblastose. C'est un mégaloblaste. Le mégaloblaste, c'est un proérythroblaste ou un érythroblaste anormal qui contient moins d'ADN qu'un érythroblaste normal. Il est de très grande taille, il contient un asynchronisme nucléocytoplasmique et il est fragile. Et on ne voit la mégaloblastose qu'au niveau de la moelle osseuse. Par quel mécanisme se fait l'ictère? Donc l'ictère, je viens de l'expliquer, c'est par une hémolyse intramédulaire ou une hématopoïèse inefficace, une érythropoïèse inefficace. Pourquoi l'érythropoïèse inefficace? C'est l'hémolyse intramédulaire ou l'avortement intramédulaire parce que l'érythroblaste, il est fragile, donc il va mourir au niveau de la moelle osseuse. Le délai de restitution des réserves, euh, les réserves, pour ce qui est de pour l'acide folique, c'est au bout de 2 mois. Par contre, pour les réserves, dans le cas, pour les réserves de la vitamine B12, dans le cas où vous avez une malabsorption par anémie de Birmer ou une gastrectomie, dans ce cas, il faut maintenir le patient sous traitement à vie par la vitamine B12, soit une injection tous les mois ou tous les 3 mois. Les signes neurologiques sont réversibles, mais très lentement. Le frottis médulaire est obligatoire, oui, mais il faut le faire avant qu'on mette le patient sous traitement. Sinon, vous allez assister à une mégaloblastose décapitée. On peut ne pas faire dosage vitaminique en pré-de-Covid. On peut le remplacer par le test thérapeutique, mais on commence toujours par la vitamine B12, sauf chez la femme enceinte et l'enfant en croissance. FNS est suffisant pour le diagnostic? Non, elle est suffisante pour le diagnostic d'une anémie macrocytaire uniquement, mais on doit faire la fonction de moelle donc pour savoir cette anémie, elle est d'origine périphérique ou centrale, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est pour avoir le diagnostic de l'anémie mégaloblastique, parce que le diagnostic de l'anémie mégaloblastique, il est médulaire. La mégaloblastose se voit au niveau de la moelle osseuse. Euh, euh, hors cours, s'il vous plaît, LDH, un signe de masse tumorale dans les hémopathies malignes. Non, il peut être un signe d'hémolyse intramédulaire. Donc, intramédulaire. Les anomalies de l'épithélium sont réversibles, oui, après une mise en thérapie, après avoir mis le patient sous traitement. Pour la stérilité, donc la stérilité, elle est liée à une atrophie de la muqueuse génitale. Il faut toujours penser à une anémie mégaloblastique. Hein. Donc, chaque fois que vous recevez un patient stérile, donc le premier examen à faire, c'est la forme-numération sanguine avec un dosage vitaminique, sinon un traitement ou un test thérapeutique. Donc, pas de place, de dosage, de LDH. Non, le taux de LDH, il a plusieurs utilités, donc entre autres dans l'hémolyse. Puisqu'on a dit dans l'hémolyse intramédulaire, on peut avoir un taux de LDH qui est augmenté. Et le taux de LDH, il reflète également la masse tumorale dans les hémopathies malignes. Donc, le taux de LDH dans les anémies mégaloblastiques, c'est l'hémolyse intramédulaire. Le dosage vitaminique indispensable au diagnostic pour la B12 est 200 à 500 ou 200 à 1000. Il est de 200 à... Ça dépend le laboratoire. Donc, en général, quand il est inférieur à 200, on parle donc d'une carence. À chaque fois que vous avez une anémie mégaloblastique,
quelle que soit la carence. Donc, vous allez demander le dosage des deux vitamines en même temps, dosage de la vitamine B12 et de la vitamine B9, sérique et intra-érythrocytaire, dans la disponibilité, donc dans le cas où vous pouvez faire le dosage. Carence chronique et récente. Pour la vitamine B9, dans quand vous avez un taux de B9 inférieur à 4 nanogrammes, dans ce cas, il s'agit d'une carence